Une fois de plus, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je ne sais pas si je serai excellent aujourd'hui pour vous livrer ce que j'ai, parce que jusqu'à il y a 4 jours, je ne savais même pas le message que je pouvais transmettre à mes frères. Tellement il y a des choses à dire, mais il faut dire des choses que les Gabonais ne savent pas encore, ou bien des choses qui représentent quelque chose dans la vie du Gabonais. Donc, je vous remercie d'abord d'être venus, très nombreux, nous écouter, parce que nous avons un message à livrer, des messages à livrer. Il y en a qui ont commencé. Nous allons le faire comme ils l'ont commencé, de la manière la plus directe, pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Je salue, au passage, mes compatriotes gabonais politiquement engagés de l'Amérique du Nord, qui ont choisi Atlanta comme lieu stratégique pour livrer ce message. Je vais également saluer les membres de la plateforme citoyenne pour les efforts fournis sur le terrain afin d'apprêter cet événement. Mon message de ce soir vous sera livré en direct dans un voyage que je me permets de vous inviter à effectuer avec moi. Un voyage qui va nous conduire dans la souffrance d'un enfant victime de crimes rituels au Gabon. J'ai intentionnellement prévu ce voyage pour toucher des personnes qui considèrent les crimes rituels comme un simple phénomène superficiel. Et pour d'autres qui pensent que c'est une affaire des autres et que ce ne sera leur affaire que lorsqu'ils en seront victimes. Pour ma part, je trouve ce comportement très lâche pour un peuple qui croupit dans la misère sans aucune dignité. Je vous rappelle qu'il n'y a que nous-mêmes, comme l'a dit mon frère, pour remédier à cet état des choses. En effet, pour reconquérir notre dignité, nos valeurs humaines, nous ayant été volés par le pouvoir actuellement en place au Gabon, l'unité et la solidarité sont les premiers éléments nécessaires dont nous avons besoin pour faire respecter les droits humains dans notre pays. Selon la Convention internationale des droits de l'homme, il est dit qu'aucun homme n'a le droit de prendre la vie de l'autre. C'est cette même convention internationale qui donne le droit à certains pays comme la France de dénoncer ce phénomène de crime rituel qui est devenu un fléau national. Comme nous le savons tous, en date du 11 avril 2012, le site Kwasi.com a livré une information qui indiquait que les autorités gabonaises ont exercé des pressions sur Canal+, un média privé français, qui a finalement plié face à la menace de plainte suite à la diffusion d'un reportage sur les crimes rituels dans l'émission L'Effet Papillon. Après cette opération musclée, dont le but n'est rien d'autre que de masquer l'image abominable que reflète actuellement notre pays, Ali Bongo a fait semblant de convoquer le 10 avril de la même année, au palais qu'il a hérité de son père, une réunion de travail sur la question de la criminalité et des assassinats rituels, alors que nous savons tous que c'est un réseau qu'il contrôle lui-même. Je ne vais pas m'étendre sur le comportement de ce criminel et ses complices, tous auteurs de ces pratiques rétrogrades et répugnantes. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est le résultat de mes recherches anthropologiques sur la question de la douleur qu'un enfant peut subir pendant le processus du sacrifice rituel. Pour commencer, nous allons d'abord comprendre les raisons pour lesquelles les personnes se livrent à ces pratiques rétrogrades. Il se trouve que dans les pays comme le nôtre, il y a des délinquants de la République,
des partisans du moindre effort qui ont vendu leur âme au diable pour obtenir des biens matériels. Ceux-là qui veulent posséder ce qu'ils ne méritent pas sans fournir aucun effort. Cet impact fétichiste impliquant les forces surnaturelles qui réclament des sacrifices humains en contrepartie des biens matériels. C'est comme dans un commerce où chaque marchandise a un prix évalué par rapport à son utilité. Le fléau bat son plein, de telle sorte que le poids de cette pratique a transformé nos enfants en une simple marchandise. Les organes les plus prisés et leurs différents emplois dans le domaine fétichiste sont entre autres le sexe. Celui-ci incarne le pouvoir, la vitalité, la puissance, car Dieu utilise cet organe pour donner la vie. La langue, celle-ci apporte le pouvoir de s'exprimer facilement. C'est un pouvoir de persuasion qui est utilisé par les politiciens dans la conquête du peuple au moment des élections. Le cœur, celui-ci incarne le pouvoir de rassembler les foules, également très utilisé par les politiciens lors des élections. Il y a aussi le sang, qui a un pouvoir purificateur, qui est utilisé pour délivrer les esprits des ténèbres qui souffrent de la malédiction céleste, pour n'en citer que ceux-là. Il est très important de rappeler que ces organes sont le plus souvent prélevés pendant que la victime est encore vivante, parce que la souffrance de la victime est un élément très important pour garantir l'efficacité du fétiche. Pour mettre tout ceci en pratique, le scénario demande l'intervention de 5 acteurs. Les kidnappeurs, la victime, les bourreaux, les commanditaires et enfin le féticheur, que je peux appeler le vendeur d'illusions. Avant que de continuer avec cette analyse, j'aimerais présenter mes excuses à l'endroit des familles qui restent aujourd'hui endeuillées suite aux conséquences de cette pratique révoltante. Mon but n'est pas de leur remuer le couteau dans la plaie. Au contraire, je cherche, dans un premier temps, à toucher individuellement la sensibilité de chaque Gabonais pour qu'ils comprennent la réelle manifestation de la douleur atroce que subissent les enfants gabonais. Et dans un deuxième temps, à promouvoir l'unité et la solidarité du peuple gabonais pour qu'ensemble, nous combattions ces criminels. Pour définir en bref le crime rituel, je dirais que c'est un processus qui part de l'inconfort à la torture insupportable qui aboutit inévitablement à une mort honteuse. Avant d'entreprendre notre voyage, nous allons imaginer ici une gamine de 10 ans, fille unique et espoir de ses parents. Nous la voyons sortir de cette école habillée comme un ange et sûrement très brillante, très intelligente à l'école, l'avenir du Gabon. Elle avait de bonnes nouvelles ce jour, de bonnes nouvelles scolaires à annoncer à ses parents. Et cette joie pouvait se lire sur son visage, quand soudain, un ami de la famille l'interpelle et lui annonce que ses parents ont été empêchés et qu'il l'aurait chargé de la conduire à la maison. Dès cet instant, la vie de la fillette va basculer de la caresse d'un rêve glorieux de la part de ses parents aux tortures d'un cauchemar que va subir l'enfant dans le cadre du crime rituel. L'enfant va donc emprunter le couloir de la mort vers lequel elle va découvrir le véritable visage de la torture. La torture couverte de couleurs d'une haine impitoyable. Cette fillette sans défense, réduite
à l'état d'une simple marchandise et remise entre les mains des bourreaux qui vont lui faire traverser deux types de douleurs avant de quitter ce monde. Il s'agit donc de la douleur psychologique et de la douleur physique. La première étape de ce voyage va nous conduire à la douleur psychologique et morale. Les bourreaux vont donc conduire l'enfant dans une cellule d'une maison qui est spécialement réservée pour la première étape, celle qui consiste à la douleur psychologique. Celle-ci met en action la première catégorie de commanditaires qui paient pour le rituel psychologique et qui consiste au viol de la fillette au cours duquel elle va perdre sa virginité. Elle va subir la sodomie et tout genre d'abus sexuels qu'on peut imaginer. L'enfant va subir cette humiliation à tour de rôle infligée par ces monstres du pouvoir qui ont les pieds à la place du cœur, jusqu'à lui causer un traumatisme, résultat d'un combat mené sans défense. L'essence même du traumatisme réside dans le fait que les ressources biologiques de l'enfant sont submergées. Ceci advient parce qu'elle n'a plus aucune capacité physique pour réagir face aux monstres qui la torturent. Elle n'a plus que la force psychologique qui se traduit dans la pensée de voir ses parents arriver à son secours. C'est donc un mécanisme qui se caractérise par un besoin biologique de base des attachements avec ses parents. Cet état psychologique humiliant dans lequel se trouve l'enfant va la faire pleurer davantage. Elle va se mettre à crier pour orienter ses parents vers l'endroit où elle était détenue. Comme un enfant peut le crier, « Papa, maman, je suis ici. Venez me chercher. J'ai mal, je souffre. Je veux rentrer à la maison. » Elle va répéter la même phrase plusieurs fois, jusqu'à ce que la fatigue l'atteigne. Mais hélas, personne ne vient à son secours. À ce niveau du processus, l'enfant perd l'espoir de revoir ses parents, et ceci va se traduire par un état de rupture, de tout lien avec ses parents. Elle va accuser ses parents de n'être pas venus à son secours. Et cela va créer en elle l'isolement dans son subconscient. Abandonnée dans les souffrances, une fillette qui vient de rayonner comme un petit ange au sortir des classes. Imaginez dans quel état d'affolement peut se retrouver les parents. Le seul enfant qu'ils ont eu a disparu, kidnappé par un proche de la famille qui est peut-être même en train de les aider dans les recherches pour retrouver l'enfant. Dans son isolement, l'enfant va être transporté dans une salle effroyable, spécialement réservée aux tortures physiques. Elle y sera alors maîtrisée par des bourreaux au biceps de catcheur. Puis, elle sera suspendue dans une position qui facilitera le dépeçage. Le dépeçage de l'enfant afin d'enlever aisément les organes recherchés. Dans un premier temps, l'enfant va remarquer la présence sur une table des instruments de boucherie qui lui rappellent son père lorsqu'il celui-ci était en train de dépecer un gibier. Elle jette donc un regard curieux dans la salle, mais ne remarque la présence d'aucun gibier. Nue, suspendue, attachée, elle comprit que ce jour-là, c'était elle le gibier. Jusque-là, l'enfant n'arrive toujours pas à comprendre le crime qu'elle a pu commettre pour subir toutes ces tortures. Elle va donc rentrer dans une situation de stress, conséquence d'une peur extrême.
Devant cette situation de stress extrême, où la privation de tout contact avec ses parents est presque totale, l'enfant tentera de se tourner vers les personnes susceptibles de lui redonner la sécurité. C'est alors qu'elle va chercher à se lier émotionnellement à ces tortionnaires. Cette dépendance aux tortionnaires est considérée comme un moyen de combler l'insupportable de sa vulnérabilité. Paniqué et sans espoir, parce que condamné à mourir, l'enfant va se réduire à sa plus petite valeur et va demander pardon en criant, comme peut le dire un enfant. « Laissez-moi partir, je n'ai rien fait. Pardonnez-moi, mon père travaille, il a beaucoup d'argent, il va vous le donner si c'est ce que vous voulez. Mais laissez-moi partir, pitié, pitié, je vais revoir mes parents. » Malheureusement, ceux-ci restaient toujours insensibles. L'espoir de l'enfant renaît quand soudainement le groupe de commanditaires fait irruption dans la salle de torture. Elle aperçoit des personnes normales qu'elle a souvent vues à la télévision, des personnes qui sont censées la protéger. Elle crut qu'elle allait enfin être délivrée. Mais l'enfant remarqua qu'ils restaient eux aussi insensibles à sa situation et qu'ils avaient curieusement chacun une glacière à la main. L'enfant comprit finalement que la présence de ces glacières signifiait qu'ils sont venus pour partager ses organes. Pendant que l'enfant cogitait, l'un des commanditaires donna un ordre au tortionnaire. En poussant un cri fort, il disait ceci: « Nous ne sommes pas venus pour perdre du temps. Commencez l'opération. » C'est ainsi que l'enfant voit l'un des bourreaux venir vers elle en possession des instruments de boucherie. Celui-ci était accompagné d'un autre tortionnaire au biceps de catcheur, dont le rôle est de maîtriser l'enfant pendant que l'autre allait le dépasser. L'enfant va de nouveau perdre le contrôle. Ceci sera la réponse traumatique du fait qu'aucune de ces actions ne peut plus réellement influer sur le déroulement de sa vie. Ces stratégies de résistance sont alors extrêmement réduites. Cette impossibilité de s'échapper et la perte totale de tout espoir d'un éventuel secours de ses parents sera un signal alarmant. À cet instant précis, l'enfant avait compris que tout était fini pour elle, que c'est son tour pour les crimes rituels dont elle a souvent entendu parler. Voyez-vous, jusqu'où peut entraîner la souffrance psychologique, elle qui n'a aucun lien direct avec la douleur physique. Elle peut même être beaucoup plus intense, beaucoup plus forte que la douleur physique, selon le degré d'intensité. Jusque-là, l'enfant ne subit que le traumatisme. Nous allons aborder donc la deuxième étape qui ne sera pas longue, celle qui concerne la douleur physique. À titre de rappel, j'ai dit plus haut que les organes sont le plus souvent prélevés pendant que la victime est encore vivante parce que la souffrance garantit l'efficacité. Mais j'ai oublié d'ajouter que les commanditaires, eux aussi, devaient subir la scène pour la même garantie d'efficacité. Donc, les commanditaires sont dans la salle, sans scrupule, des pères de famille, des mères de famille. C'est l'étape où l'enfant va effectivement accéder au couloir de la mort, là où ces tortionnaires vont lui montrer toutes les couleurs de la haine. Puisque la victime doit être vivante au moment du prélèvement, le tortionnaire va commencer par le sexe. Avec un couteau électriquement limé, le bourreau va racler la partie intime de la fillette
qui sera déposé dans une glacière du bénéficiaire. Un conteneur approprié pour la collection et la conservation du sang est tout de suite glissé sous la victime pour commencer à recueillir du sang pendant le processus. L'enfant qui vient d'être sévèrement blessé va manifester sa douleur insupportable par des cris de détresse, comme peut bien le crier un enfant. « J'ai mal, pitié, ne me tuez pas. J'ai mal, ne me tuez pas. » Malheureusement, les pleurs de l'enfant n'influent en rien le déroulement du processus. Le deuxième organe de prélèvement sera la langue. L'enfant qui avait mal savait que le mal arrivait une seconde fois, refusa d'ouvrir sa bouche. Et lorsque l'enfant refusa d'ouvrir sa bouche, sous les ordres du tortionnaire, celui-ci n'ayant pas assez de temps à perdre, la mâchoire de l'enfant sera fracassée par un violent coup de marteau frappé à la mâchoire par le tortionnaire, écartant sa mâchoire sauvagement, ouvra la bouche de l'enfant, introduisit un instrument approprié et de suite il sectionne la langue de l'enfant qu'il dépose dans la glacière du bénéficiaire. Mon Dieu, Seigneur, l'enfant vient de perdre douloureusement sa langue. Elle est remplie de souffrances qui empirent toujours et que nul ne peut arrêter. Ne pouvant plus parler, elle va pousser des cris de détresse pour manifester sa douleur. Ces cris vont accélérer l'écoulement du sang par la bouche, éclaboussant au passage le tortionnaire avant de couler pour remplir le conteneur de conservation de sang. Le tortionnaire ne semblait pas être ébranlé par le sang. C'est cela l'attitude d'un connaisseur, un habitué au crime rituel, imperturbable. La troisième intervention sera le prélèvement des yeux, l'organe de la vision, l'organe dont le sens permet d'apprécier la vie, d'analyser et d'interagir avec l'environnement. Avec une brutalité d'enfer, le tortionnaire qui n'a pas besoin d'ouvrir, qui n'avait plus besoin d'ouvrir les paupières de l'enfant, va lui enfoncer dans les paupières, dans les orbites, un instrument lugubre qui le retourne à l'intérieur, puis retire sauvagement les yeux de l'enfant et les dépose dans la glacière du bénéficiaire. Voyant que la fillette agonisait, le dernier bénéficiaire, sans scrupule, lança un ultimatum au tortionnaire en disant ceci. « Hé, toi, je t'avertis que si cet enfant décède avant que tu n'aies pu enlever mon organe, je ne paye plus. Je n'achèterai plus l'organe. » À titre d'information, c'était une dame bien connue de la République. Cette réaction de la part du commanditaire a littéralement transformé le tortionnaire, qui va devenir beaucoup plus brutal qu'avant. Tout de suite, il saisit un instrument grossier qu'il enfonce sauvagement dans la poitrine de l'enfant et l'ouverture de la cage thoracique se fait instantanément. Il y introduit son gros bras et sur un geste violent, il arracha le cœur de l'enfant avec un flot de sang qu'il reçoit en plein visage. Il n'a pas besoin d'essuyer la face, mais il a seulement eu le réflexe de sortir sa langue pour renifler le sang qui dégoulinait sur ses lèvres. C'était le coup de grâce qu'il mettait et qu'il portait à l'enfant. C'était là la vie, la fin de la vie de cet enfant. Pendant que les commanditaires quittaient la salle,
glacière en main, le principal tortionnaire va crier « Hé vous, vous n'avez pas payé, j'ai besoin de mon argent sur le champ. » Les commanditaires se retournent et chacun sortit de liasses de billets de banque. Mais le tortionnaire n'a même pas eu besoin de se laver les mains. Il saisit les billets de banque. Les billets étaient tachetés de sang. L'argent du sang. L'argent trempé de sang. L'argent du sang. Le sang des crimes rituels. Vous avez souvent aperçu des billets de banque que vous touchez avec du sang dessus. Ça provient de là. Chers amis, tout humain qui meurt doit garder toute sa dignité humaine. Ce qui n'est pas le cas de cet enfant qui va être enterré sans ses organes. Le développement d'un pays repose sur la jeunesse qui doit prendre la relève dans tous les domaines. Mais au Gabon, c'est un paradoxe. Au lieu de promouvoir la jeunesse, on la tue par des crimes rituels. Et d'autres par des emprisonnements quand ceux-ci ne réclament que les meilleures conditions scolaires. Les pédégistes préfèrent exterminer la jeunesse gabonaise pour s'éterniser au pouvoir. L'émotion et la détresse sont les sentiments les mieux partagés au sein de la famille de la victime, quand les parents vont avoir droit à une journée très bouleversante, marquée par la découverte du corps de l'enfant atrocement mutilé. Un enfant de 10 ans, retrouvé en bordure de mer de Libreville. Seigneur, quelle douleur! L'amour d'une mère pour sa fille unique et l'amour d'un père pour sa fille unique. Nous voilà donc arrivés au terme de notre voyage, chers compatriotes. Vous voilà livré le fruit de mon imagination, appuyé par mes recherches anthropologiques et de l'émission Agora. Pour terminer mon propos, j'aimerais poser une question. Imaginez-vous à la place du père ou de la mère de cette fille. On vous dit que votre enfant a été conduit à un domicile de la Sablière. Et pendant vos recherches sur les lieux, vous entendez la voix de votre enfant, la voix de détresse de votre enfant dans une maison. Ma question est de savoir qu'allez-vous faire à cet instant précis. Ayant écouté ce récit, vous entendez votre enfant dans cette maison en train de subir le même sort. Quelle sera votre réaction? La révolte. Chers compatriotes, la révolte ne se fait pas individuellement. L'unité, la solidarité. L'unité et la solidarité du peuple gabonais sera le début d'un véritable combat. Chers compatriotes, acceptez-vous que le Gabon continue dans cette voie? Trop, c'est trop. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Levez-vous comme un seul homme. Je vous remercie.